Mesdames et messieurs, en vos titres et qualités, je ne vais pas les citer, vous êtes trop nombreux, mais académiques, politiques, simples citoyens, j'ai véritablement un bonheur à être présent aujourd'hui, même si le thème en soi n'est pas un thème heureux. Parler du radicalisme qui conduit à la violence n'est pas une expression du bonheur. Et je voudrais réagir sur quelques petits points avant d'entrer sur le fond. Le premier petit point sur lequel je veux réagir, c'est un propos qui vient d'être tenu, en disant qu'on remerciait les gens qui consacraient une partie de leur temps précieux. Il n'y a pas de temps précieux s'il n'y a pas de choses précieuses à discuter. Le restant, c'est du temps perdu. Et donc, je pense que le temps, ici, est un temps fondamental. Alors, j'ai découvert en me renseignant et face à l'émotion d'avoir été invité dans ce lieu, que votre adage, et vous l'avez d'ailleurs, monsieur le recteur, rappelé, est « la lumière est ma loi ». La lumière est ma loi. Moi, je viens d'une université dont l'adage est « Scientia vincere tenebras ». La science vainc les ténèbres. Et je vois là déjà une première corrélation entre la science et la lumière, qui se réfèrent tous deux à une forme de spiritualité. Et c'est précisément le cœur même d'une partie de la dérive radicale aujourd'hui, se prétendant fille d'une spiritualité qui n'est pas celle de la lumière, mais des ténèbres. Je ne vais pas faire l'apologie du discours qui oppose le bien et le mal, parce que ce serait concéder à ceux qui aujourd'hui nous amènent à une logique inéluctablement de confrontation. Et je voudrais à ce sujet, dans quelques instants, vous dire mon sentiment sur ce que des écoles entières ont essayé d'entretenir sur le concept même de choc des civilisations, comme s'il y avait dans des civilisations des semences parfaitement contradictoires amenées dans leur mélange à créer une détonation. Je dois aussi dire que je suis très heureux d'être dans cette salle et dans cette université, non seulement parce qu'elle porte le nom d'un historien et d'un anthropologue célèbre, dont les propos ont souvent été débattus, ce qui montre que le libre examen a été un chemin de cette université. Cette université qui a vu dans cette salle, à un moment donné, le président Sarkozy défendre des thèses qui ont fait l'objet de grandes polémiques, notamment sur le rôle de l'Africain dans l'histoire, en calvaudant un certain nombre de choses sur l'importance des civilisations africaines, pour ne penser qu'au Mali, au Ghana, et ne citer que celle-là parmi tant d'autres. Mais je ne suis pas là pour faire les procès de ceux qui dressent ces civilisations les unes contre les autres, mais pour décrypter le message sous-jacent et aller voir ce qu'il y a à retenir de cela. Je ne vais pas non plus refaire les rétroactes de nos responsabilités collectives dans l'édification des mentalités. Mais par contre, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de voir comment le monde évolue dans un laps de temps relativement court et dans la perception de l'altérité. Je suis venu ici au Sénégal en 2014. Pourtant, en 2014, tout le décor du drame que nous vivons était déjà en place. Et pourtant, les choses ont changé. Pourquoi? D'abord, je voudrais vous dire un petit mot sur le thème des migrations. Les migrations ne sont pas la cause du malheur. Ils en sont la conséquence. La radicalité n'est pas la conséquence des migrations. Ils en sont un des éléments racines. Et donc, à partir de là, nos populations ouest-européennes ont été placées dans un contexte où tout à coup, la réalité leur a effectivement paru extrêmement amère
dès lors que nos civilisations, puisqu'on a utilisé ce terme, étaient devant la déflagration violente du terrorisme dans leur capitale, où l'on avait l'habitude, même si ce n'était pas un absolu, mais de vivre dans une forme de quiétude. Je ne vais pas dire de désintéressement du monde, mais avec un sentiment naïf de pouvoir effectivement construire des projets de vie sans être bousculé. Et là, les attentats de Paris en novembre 2015, de Bruxelles très récemment en mars 2016, ont profondément bouleversé la manière dont nos opinions publiques aujourd'hui apprécient ce qui se passe sur l'échelle planétaire. Dans un premier temps, et je m'en réfère à une lettre qui a été diffusée par une journaliste belge dans un journal qu'on appelle Le Soir, l'éditorialiste Madame Delvaux qualifie cette lettre de « lettre à mon fils, à ma fille ». Et cette lettre commence par ces mots : « Cher toi, ce matin, j'ai hurlé en traversant notre ville au nord, au sud. Je ne pouvais arrêter mes larmes. Je voulais me boucher les oreilles. Je ne pouvais plus entendre ces sirènes. Mais après la colère et la tristesse, le temps est venu pour moi de te présenter mes excuses, de te demander pardon, mais de te dire aussi que te sentir là, à mes côtés, me force à redresser la tête. » Mesdames et messieurs, je pense que tout est dit. Nous sommes devant une civilisation mondiale où l'hémotocratie, la faculté puissante de l'émotion, peut engendrer le bien comme le pire. Et c'est une des raisons pour lesquelles je vous dis que les choses ont changé. En Tunisie, en mars 2015, lors d'une mission ministérielle que j'avais prévue de longue date, je m'exprimais juste après l'attentat du Bardo. Alors qu'est-ce que c'est, cet attentat du Bardo? On ne parle pas de gens, nécessairement, on parle aussi d'un symbole. C'est un musée où des milliers de gens venaient admirer des œuvres de la préhistoire, des civilisations phéniciennes, puniques, numides, chrétiennes, arabo-musulmanes. Et c'est la quintessence même d'une société qui avait vécu ces strates différentes de cultures qui n'ont pas se substituer les unes aux autres, mais venaient à un moment donné se rencontrer sur le territoire d'un pays. C'est ce symbole-là dans lequel on dépose les bombes. Quand les Allemands, dans la Seconde Guerre mondiale, détruisent un certain nombre d'œuvres juives, dégénérescentes parce que portées par la race noire, quand on condamne le jazz, quand on brûle des livres, on est placé devant la même pensée qui est négatrice de ce que la diversité et l'enrichissement nous apportent aux uns et aux autres. Souvenez-vous, pour ceux qui l'ont vu à titre d'illustration, du film Monument Man, dans lequel on est très clair sur ces enjeux. Le fascisme, c'était la négation du droit à être autre. C'est la substitution d'une vision à toutes les autres. Alors ces actes, quand ils prennent place à Abidjan, à Bamako, à Ouagadougou ou partout ailleurs, sont des actes de même nature. Et quand on parlait de lumière tout à l'heure, on est à l'inverse de la lumière, parce qu'à chaque fois, c'est à l'étincelle divine dont il se réclame que l'on touche. Car quand on détruit les monuments d'histoire, les livres, les musées, ce ne sont pas les objets et ce ne sont pas les symboles que l'on vise, mais c'est l'humanité qu'ils recèlent. La négation
des libertés humaines est bien ce qui nous préoccupe aujourd'hui. La Fondation « Ceci n'est pas une crise » a décidé de faire un sondage. Un sondage dans l'opinion dans la foulée des attentats du 22 mars 2016. On a interrogé un bon millier de personnes par Internet. Et alors, il y a un premier point intéressant que j'avais envie de partager avec vous, c'est que les ressentis sont exactement les mêmes que ceux de la population française après les attentats de novembre. La population, elle comprend parfaitement que le but de Daesh est de créer la peur et un vrai clivage entre les musulmans et les non-musulmans. Et la société exprime davantage de la colère, de la peine et de la solidarité que de la peur. Ça aussi, c'est une révélation de ce sondage. Elle n'est pas tétanisée, la population. La colère est dirigée vers les auteurs, vers les institutions publiques qui ont été incapables de protéger la population. On remet en cause la globalisation financière. On touche à la religion musulmane que l'on considère quand même comme un déferment. Et les individus font aussi un aveu. C'est celui du manque de clés pour décrypter les messages. Et les auteurs de l'étude concluent par « c'est bien la question identitaire qui est à présent au cœur de nos sociétés ». En 2009, vous le connaissez tous, Amin Maalouf disait, je le cite, « les affirmations identitaires ont remplacé les débats socio-économiques ». Et c'est clair que dans toutes les situations où l'on connaît une crise des valeurs, il y a au départ une crise de la matérialité. Il y a une mise en place de conditions de déstabilisation. On pourrait se référer notamment à la pensée du sociologue Monaghan qui mettait en exergue une pyramide de construction de la radicalité. Mais cette pyramide a pour base ce qu'il qualifie les unhappy people, les gens malheureux. Et dans la progression pyramidale, quand on combine le malheur matériel, la détresse, le désespoir, à la frustration, on en arrive à la perte de valeur et à l'acte ultime qui consiste à penser que même abandonner sa vie et priver les autres de vie est le seul élément qui donne encore sens devant l'absence absolue de sens. Et donc, ce monde a profondément changé, disais-je, avec des crises économiques profondes auxquelles se sont substitués ces débats identitaires. Et on est devant ce que je voudrais qualifier de polycrise. Pas une crise simple, pour utiliser également les mots empruntés par Edgar Morin, qui disait « toutes les crises sont interconnectées et les outils pour combattre les crises sont obsolètes. On n'a plus aujourd'hui la capacité d'intervention nécessaire et cela mériterait sans doute une autre conférence pour réfléchir aux outils que l'on peut emprunter. Ce que je retiens, c'est que notre monde évolue dans un contexte où les institutions elles-mêmes deviennent des institutions souvent en décalage avec les réalités. Il y a aujourd'hui des nations sans État. Il y a des États qui ne génèrent pas de nations. Il y a des États plurinationaux, peut-être de moins en moins. Il y a des ensembles pluriétatiques. Mais partout, les lignes de fracture dépassent les institutions. Et les institutions ne correspondent plus à l'humanité exprimée comme le faisait Aristote dans le Zoopolitikon, l'animal politique. On ne se retrouve plus dans cette représentation institutionnelle de ces désirs. Ce besoin de substituer, en quelque sorte, une réponse simple à la complexité du monde à travers des discours identitaires,
on en retrouve déjà les racines dans des textes déposés par des conservateurs néolibéraux et dans la foulée des années 1970. Je pense notamment à Huntington, Samuel Huntington, qui publiait dans la revue de politique internationale un article sur le titre du choc des civilisations. Nous y sommes. Que se passe-t-il? D'abord, un petit mot sur le personnage. Il n'est pas un sociologue désincarné. Il est membre à l'époque de Jimmy Carter du Conseil national de sécurité. C'est-à-dire que sa pensée est orientée aussi sur des thématiques sécuritaires. Et on voit dans ces années, de manière préambulaire, émerger ce qui va reconfigurer le monde, avoir un affaiblissement des régimes communistes là où ils existent. On est devant l'abandon, en quelque sorte, pour une certaine partie de la société américaine, de l'ennemi mobilisateur. Le communisme avait été ce qui permettait à d'aucuns de dire « trouvons intérêt à porter notre politique à l'endroit de l'étranger pour conforter nos positions face à cet ennemi qu'est le communisme ». Le mur était déjà un peu fissuré, allait succomber. Il fallait donc déterminer qui devenait la nouvelle cible. Et donc il fallait, pour cela, dire que les civilisations étaient entraînées dans un mouvement qui les opposerait à un moment ou à un autre. Voilà un des éléments fondateurs de la dérive identitaire dont je vous parle et de la perte de repères, parce qu'il s'agit là d'une perte de repères. Une perte de repères que je qualifierais d'avatar de la médiocratie. La médiocratie qui consiste à chaque fois à aller chercher une réponse médiocre pour établir le pouvoir, que l'on retrouve tantôt dans la règle de l'ennemi unique, tantôt dans des politiques molles qui ne s'affirment plus. Je pense notamment à l'œuvre rédigée par le philosophe canadien Alain Desnaux, dans un ouvrage qu'il qualifiait d'ailleurs de médiocratie, les politiques de l'extrême centre, dans une société où tout est technocratique, où le politique, pour garder son pouvoir, devient un gestionnaire. Et il poursuivait par une phrase dans laquelle il disait « Penser mou et le montrer, parler de son moi en le réduisant à peu de choses, on doit vous caser où ?» Être un politique, c'est autre chose que ça. C'est d'abord un devoir intellectuel de réfléchir sur la société dans laquelle on vit et de remettre en cause ce qui apparaît comme des évidences. Ce rééquilibrage, il passe par la contradiction. Et c'est, à titre personnel, mon credo. Avec grande modestie, parce qu'il n'y a pas non plus de vérité révélée à asséner. On construit une réponse à différents niveaux. Et la crise sociétale que l'on vit aujourd'hui, elle a précisément pour dimension principale de rétablir un équilibre entre le cadre de référence économique dans lequel nous vivons et les valeurs culturelles qui le sous-tendent. Et sur ces valeurs culturelles, j'avais beaucoup de choses à vous dire, à commencer par la valeur culturelle par excellence, qui est l'appréciation de l'autre comme son égal. Parce qu'il n'y a pas de culture s'il y a une hiérarchie dans la capacité à s'enrichir de la culture. Lacordaire disait entre le fort et le faible, entre le riche et le pauvre, entre le maître et le serviteur, c'est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit. On pourrait aussi y mettre la culture, parce que cet accès est un maillon de liberté auquel nous devons être attentifs. Cette culture, le recteur de mon université, mon alma mater, l'Université libre de Bruxelles, Didier Vivier, cette culture a un rôle extrêmement important.
l'accompagnant à Brasilia, dans un exposé que nous avions l'occasion de faire l'un et l'autre, il disait « Si l'exploitation de l'homme par l'homme a caractérisé le XIXe siècle, si l'oppression politique du même par le même l'a en partie remplacé au XXe siècle, il est probable, disait-il, que ce XXIe siècle aura à réfléchir sur l'imposition mentale du groupe sur la personne, ou si vous préférez, la pression de l'esprit de tous sur l'intelligence de chacun. Il faut donc placer la culture au centre du débat universitaire. » Vous avez un postulat qui a été développé dans le même sens, dans une œuvre extrêmement touffue, rédigée par Jean-Claude Guibaud, Le commencement d'un monde. Et je pourrais le résumer en quelques mots. Ça ne vous dispense pas de la lecture beaucoup plus nuancée de sa pensée. Mais il dit, si la violence menace, ce n'est pas parce que les différences se renforcent, mais parce qu'au contraire, la ressemblance progresse. Pour le dire autrement, la fragmentation apparaît dans les civilisations humaines, mais les chocs qui en résulteraient dissimulent en réalité un processus rigoureusement inverse. Loin de s'éloigner, dit-il, les unes des autres, les prétendues civilisations humaines sont prises aujourd'hui dans la logique d'une irrésistible rencontre, d'un mélange et d'un métissage, et sous le clapot des événements, au-delà des effervescences terroristes, une culture planétaire, une modernité métisse sont en voie d'émergence, ce mouvement qui obéit à un autre rythme que celui de l'émotivité médiatique. Il est gouverné par le temps long, celui dont parlait Braudel. Il n'est pas toujours immédiatement repérable, mais il est à la fois aussi profond que puissant. Et c'est pour ça que je suis convaincu, mesdames et messieurs, de la nécessité absolue de former les étudiants à la capacité de critiquer, d'évoluer, de s'adapter, bien plus qu'à l'apprentissage encore des techniques évidemment nécessaires, mais dont l'obsolescence est la quintessence même. L'enseignement, la culture sont l'antonyme des armes. Ce sont des outils pour offrir des réponses positives aux problèmes contemporains. J'oserais dire, sans vouloir tirer de conclusion parce qu'il est impossible de le faire, mais que notre responsabilité en tant qu'académiques, en tant qu'hommes et femmes portant des charges diverses, politiques, les citoyens, les artistes, c'est précisément de construire et de propager ce récit sur le thème de la richesse et de l'enrichissement, et de permettre la contradiction par des exemples. Et j'en viens, puisque j'en suis aux conclusions, à vous citer un exemple d'un voyage en philosophie qui vous démontre à quel point les limites sont floues. Je vais avec vous remonter le temps, très brièvement, pour se rappeler de l'usage que firent, aux alentours du Xe siècle, les premiers philosophes arabes de la pensée de celui que j'ai cité déjà tout à l'heure, le grec Aristote. Et je voudrais vous dire que, à ce sujet, il y a 5 noms essentiels qui se sont inspirés de ce philosophe. Al-Kindi, c'était un peu avant le Xe siècle. Al-Farabi, au Xe siècle. Le grand Avicenne, Al-Ghazi et Averroès. Ce sont toutes des personnalités qui, indéniablement, ont marqué la culture arabo-musulmane. Et pourtant, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'à la fois Aristote et d'autres auteurs grecs et cette pensée ont trouvé un chemin de cohabitation, de mélange et de métissage. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu un foisonnement, à un moment donné, ontologique sur la question du regard croisé entre religion et philosophie. Braudel l'illustre et il dit « Les philosophes arabes
sont contraints à un dialogue aux 1000 rebondissements entre une révélation prophétique, celle du Coran, et une explication philosophique humaine, celle des Grecs, explication et révélation exigeant une querelle angoissée des concessions mutuelles entre la raison et la foi. Cet enrichissement et ce métissage des pensées se retrouvent parfois de manière comique quand, au XIXe siècle, au Japon, les Hollandais empruntent le chemin des universités et vont donner des bases de connaissances philosophiques pour donner au Japon le contrepoint de la philosophie orientale et montrer comment l'Europe occidentale avait une autre lecture de la philosophie. Viennent à cette époque de jeunes Chinois qui, inspirés par l'université japonaise, suivent donc cette éducation enrichie de ce contenu hollandais. Ils retournent chez eux. Des décennies plus tard, en 1950, la Chine fait le procès de la nipponisation de la pensée philosophique en oubliant tout simplement que c'était des principes hollandais qui avaient été enseignés à l'époque dans ces universités. C'est dire que le métissage emprunte des chemins comme les voies d'eau qui nous sont parfois étranges et inconnues, mais toujours présentes dans l'histoire de l'humanité. Le choc des civilisations est d'abord le premier choc de l'esprit humain contre la médiocrité. Et donc, nous devons être intransigeants sur nos valeurs, les valeurs communes, et reconnaître que la complexité des solutions à mettre en œuvre dépasse de loin le simple niveau des mesures sécuritaires. Voilà déjà près de 15 ans, c'était en 2001, le secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan, disait alors, s'adressant à l'Assemblée générale, « La seule voie qui offre quelque espoir d'un avenir meilleur pour toute l'humanité est celle de la coopération et du partenariat. » Dans son livre « Murmure à la jeunesse », Christiane Taubira cite Nazım Hikmet, qui est un poète turc né au début du XXe siècle. Et le citant, elle dit « Nous avons connu le feu et la trahison, et nous avons fixé le monde de nos yeux ardents. » Je pense que de ces yeux ardents peut naître effectivement cette lumière qui rend espoir en l'humanité et sa capacité de dépasser les préjugés. Merci.